Bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo de la piscine C++. Aujourd'hui, on va discuter d'un aspect de la librairie standard de C++ que vous ne connaissez pas encore mais qui est pourtant vachement bien, c'est l'ASTL. L'ASTL, ça signifie la Standard Template Library, pour les curieux, vous irez voir le reste sur la référence. Ça contient principalement deux choses extrêmement importantes. La première, c'est les conteneurs, qui sont des conteneurs génériques, templatés, qui peuvent contenir n'importe quoi et qui sont des implémentations très bonne, si ce n'est parfaite, mais on ne va pas non plus chipoter, de la plupart des types de conteneurs que vous voudrez utiliser dans votre vie de développeur. Et deuxièmement, les algorithmes qui permettent d'opérer des opérations sur une collection, qui peut être un conteneur standard de la STL, qui peut même être un conteneur que vous avez fait vous, vous verrez ça plus tard. On va en discuter un petit peu plus tard dans cette vidéo. Commençons par les conteneurs. On va regarder un petit bout de code, histoire que vous voyez de quoi je parle. Bon, alors, je vais ici vous montrer 2-3 conteneurs, sans faire le tour de tous et sans non plus vous montrer toutes leurs opérations, parce que sinon ça va prendre 2 siècles, et en plus ça vous éviterait de chercher tout seul, et j'ai pas envie. J'ai envie de vous laisser un petit peu de faire du boulot pour vous-même. Donc, on va commencer par le conteneur peut-être le plus courant, c'est la liste, donc std:2.2.list. Première chose que vous allez constater, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des conteneurs templatés. Donc déjà, liste templatée sur int, ça signifie évidemment pour ceux qui n'auraient pas inventé l'eau chaude que c'est une liste qui va contenir des ints. Super bien. Donc, on va pouvoir opérer dessus avec des opérations qui sont plutôt self-explanatory. List1.pushback de un nombre, pushback un deuxième nombre, pushback un troisième nombre. Comme je disais tout à l'heure, pour la liste d'opérations qui permettent d'opérer sur une liste, vous allez voir sur la référence, j'ai ni le temps ni l'envie de toutes vous les énumérer, et en plus, ça vous éviterait du boulot. Et ensuite, on va faire des choses sur cette liste avec ce qu'on appelle un itérateur. Alors ça, par contre, c'est un concept que normalement, vous ne connaissez pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un itérateur? Grosso modo, c'est l'équivalent conteneur STL d'un pointeur. Grosso modo, vraiment, c'est pas tout à fait un pointeur, mais ça se comporte à peu près comme tel. Regardez. Ici, je vais instancier un const itérateur sur liste d'int, donc la syntaxe est un peu merdique, je vous l'accorde. Lisez, en fait, c'est simple, c'est une liste d'int, et dans le namespace liste d'int, je peux retrouver un const itérateur. Souvenez-vous, lundi dernier, classe imbriquée, ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc je vais créer un const itérateur it, puis un const itérateur ite pour itEnd, que lui, je vais initialiser à list1.end. List1.end, ce n'est pas, pour information, le dernier élément, c'est une valeur qui signifie qu'on a dépassé le dernier élément. Donc grosso modo, c'est la valeur que vous pouvez utiliser pour comparer à votre premier itérateur, ce qu'on fait dans cette boucle-là. On peut comparer it à ite, et quand it sera égal à ite, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de la liste. Un petit peu comme quand vous itérez sur une string C avec un pointeur, vous allez vérifier que vous n'avez pas atteint le 0. Bon, là, c'est le même délire. On peut incrémenter l'itérateur comme un pointeur, c'est super, et on peut même le déréférencer comme un pointeur. Mon Dieu, c'est trop génial. Donc du coup, là, je fais une petite boucle à 2 balles, je parcours ma liste du début à la fin, à chaque fois, j'affiche ce qui est pointé par l'itérateur, donc le nombre courant, je continue jusqu'à arriver à itEnd, c'est mignon tout plein, ça va m'afficher un 1742 si jamais je le lance. Bon, pas compliqué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut être sympa? J'ai la map. La map, c'est la version C++ de la hashtable, du dictionnaire, du tableau associatif, le truc qui a 1 milliard de noms. Bon, en C++, ce sera une map. La particularité de la map de C++, c'est qu'on n'est pas forcé d'utiliser des chaînes de caractères comme clé pour nos valeurs. On peut utiliser ce qu'on veut. Là, j'ai mis une string, comme premier type templaté, et j'ai mis un pointeur sur iOpération, qui est un type que je n'ai pas défini ici, mais admettons que ça existe, comme type de valeur. Ici, donc, ce sera une map de iOpération indexée sur des strings. Je pourrais donc y accéder avec les strings qui leur correspondent. Par exemple, je vais utiliser ici, dans map 1, je vais dire que up A aura une valeur qui sera une iOpération A, et up B aura une valeur qui sera une iOpération B. Donc là, pour le coup, je pense que vous commencez à voir un petit peu l'intérêt du polymorphisme par sous-typage. J'en avais discuté un petit peu au départ, mettre un pointeur sur une interface dans un conteneur pour pouvoir ensuite stocker des types dérivés. C'est marrant parce que justement, vous allez vous en servir tout à l'heure. Donc du coup, rappelez-vous un petit peu de ça. Dernier conteneur qui est probablement l'un des plus utilisés, c'est le vector. Alors une fois de plus, c'est un nom super élaboré et raffiné pour dire que c'est grosso modo un tableau. Pas compliqué, juste un tableau qui peut contenir exactement ce qu'on veut, des int, des iOpérations étoiles, des strings, des poneys, des licornes, on s'en fiche complètement. Je peux l'initialiser de plusieurs façons, là je vous en ai montré 2. La première, c'est rien du tout, vous regarderez sur la ref pour voir ce que ça fait. Et ensuite, la deuxième, je vais créer 42 entrées qui vont par défaut contenir 100. Bon,
Ok. Ça, c'est pas compliqué non plus. Je pense que maintenant, vous avez compris un peu comment ça marche. Alors pour le coup, là, je ne vais pas compiler parce que ça ne compile pas. Je n'ai pas mes opérations A, opération B. Je n'avais pas envie d'écrire 15 classes pour vous montrer ça. Vous pourrez faire un truc similaire pour essayer. Vous verrez, ça fonctionne très bien. Bon, deux choses qu'il est important de remarquer là-dedans. Premièrement, j'ai montré les considérateurs pour la liste. Il n'y a pas que les considérateurs, déjà, il y a les itérateurs tout court aussi, une fois de plus, cplus.com. Et ensuite, il n'y a pas d'itérateurs que pour les listes. Il y a aussi les maps, il y a aussi les... Ah non, tiens, il n'y a pas les stacks, c'est marrant. Il n'y a pas un exo là-dessus aujourd'hui. Oh bon, bref, vous verrez. Bref, quasiment toutes les classes de conteneurs de la STL peuvent utiliser des itérateurs, et ça va rejoindre justement ce qu'on va voir ensuite, à savoir les algorithmes. Regardez un petit peu ça. Les algorithmes, en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une collection de fonctions, enfin d'algorithmes en fait, préimplémentés, qui peuvent opérer sur des collections, sans plus de précision, et qui vont effectuer des opérations relativement standards que vous verrez tous les jours. Ici, je vais vous en montrer une, l'opération for each. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un for each. Pour ceux qui vraiment n'auraient pas le gaz à tous les étages, ça signifie qu'on va appliquer une opération sur chaque élément d'une collection, donc pour chaque élément de la collection, for each. Quelle sera l'opération que je veux faire ici? Bon bah écoutez, ça va être super simple, je vais simplement afficher chaque élément de ma collection. Ce sera une collection d'int, donc je vais faire une fonction qui prend un int, on va l'appeler displayInt, et je vais utiliser cdout pour afficher chaque élément. Ça va être super bien, vous allez voir. C'est trop génial. Donc, dans mon main, je fais une liste d'int que j'appelle lst, je la remplis avec pushback de plein d'int, ok, jusque-là, pas de problème. Et là, au lieu de faire comme avant et de m'emmerder à instancier deux itérateurs et de faire une boucle for et de l'implémenter et d'incrémenter à la main, bah, je vais utiliser for each. Voilà, for each, en passant deux itérateurs qui vont définir la collection sur laquelle j'ai opéré, donc ici lst.begin et lst.end. Une fois de plus, il y a moyen de faire plein de choses, de faire à l'envers avec des reverse itérateurs, de faire ce que vous voulez. Une fois de plus, référence. Je pense que ça fait 10 fois que je le dis dans la vidéo, mais c'est vraiment important. Et ensuite, je passe l'opération que je veux appliquer. Donc ici, je vais passer une fonction, j'aurais pu passer un objet callable, n'importe quel objet qui a un opérateur parenthèse, j'aurais pu passer n'importe quoi, tant que c'est appelable sur un élément du type que contient la collection, ici un int. Bon, histoire de vous prouver que je ne dis pas complètement de la merde, je vais compiler. Compile style2.cpp, et je vais l'exécuter, vous voyez ce qui va se passer. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On nous affiche une liste d'int telle que j'ai définie tout à l'heure, 10, 23, 3, 13, 20, ok, super cool. Bon, je vais peut-être pas en dire plus, parce que je pourrais en faire des tartines sur les algorithmes, et on va prendre 25 minutes à faire ça, et ça va pas être très marrant. Donc, vous allez voir votre meilleur ami, à savoir plus Google, mais cplus.com. Vous allez aller voir, il y a une page longue comme mon bras, sur les algorithmes, il y en a des dizaines, ils sont quasiment tous utiles, je vous invite à au moins prendre une petite demi-heure pour jeter un œil et regarder un petit peu qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser. Bon, ça devrait le faire pour aujourd'hui, donc je vous souhaite bon courage pour la journée parce que vous allez en avoir besoin, les exos sont un petit peu velus, et à demain si jamais vous respirez encore.